Alors Charlotte, pendant que la politique en France piétine sur le terrain, la réalité se fait de plus en plus violente. C'est le gouvernement lui-même qui le constate, selon Le Figaro, avec des chiffres du ministère de l'Intérieur. Chaque jour en France sont commis en moyenne 3 meurtres, 3 assassinats, 600 cambriolages, plus de 330 vols avec armes à feu, près de 700 vols dans les véhicules et plus de 1110 escroqueries par jour. Et aujourd'hui même, Charlotte Dornelas, deux frères, Hassim et Nasser, étaient convoqués au tribunal de Thonon-les-Bains après une agression assez sauvage et en masse, en plein cœur de l'hôpital d'Annemasse. Qu'en est-il concrètement ? Mais ils étaient, ces deux frères étaient convoqués en comparution immédiate aujourd'hui. Hein, ça s'est passé mercredi dernier. Donc la comparution immédiate, vous savez, elle est immédiate dans le temps de la justice, mais ça peut prendre quelques jours. Mais le procès a finalement été renvoyé au 17 février prochain. Pourquoi ? Parce que leur avocate, à eux, donc aux agresseurs présumés, leur avocate a trouvé que les faits qui leur étaient reprochés étaient suffisamment graves pour qu'elle puisse mettre en place une défense préparée de manière sérieuse. Donc c'est vraiment en raison de la gravité des actes qui leur sont reprochés qu'elle a demandé un renvoi qui d'ailleurs a été accepté. Au tribunal, il y avait donc ces deux hommes. Il y avait également 13 soignants, les 13 soignants qui ont été blessés dans cette agression par deux personnes quand même, et 12 d'entre eux, alors là c'est le procureur qui a précisé, qui ont eu des ITT allant de 1 à 6 jours, et par ailleurs l'hôpital est fermé jusqu'à nouvel ordre. Il a dit qu'ils examineraient à nouveau aujourd'hui cette fermeture. L'hôpital c'est 250 lits et une centaine de consultations par jour aux urgences de cet hôpital qui par ailleurs est privé. Et donc il est fermé parce que les soignants ont été tellement choqués par cette agression qu'ils ne pouvaient plus travailler. Donc mercredi soir, je vous le disais, il est 23h à peu près quand un de ces deux hommes est admis aux urgences. Il remplit les fiches administratives et il est sur un brancard. Et son frère réussit à se faufiler à l'intérieur des urgences, le rejoint et s'en prend verbalement et physiquement, immédiatement, à une des infirmières, mécontent après une dizaine de minutes d'attente. Alors, parmi les gens qui nous écoutent, certains sans doute ont déjà été aux urgences ces dernières années. 10 minutes d'attente, normalement, on pète le champagne. En fait. Là, 10 minutes d'attente, c'était déjà trop. Donc, il a attrapé cette infirmière, il l'a poussée, traînée par les cheveux par terre, rejoint par son frère qui était initialement sur le brancard lui-même. Ils ont distribué des coups. Certains médecins ou autres soignants qui étaient à proximité ont tenté de venir les aider. Ils se sont pris des coups et les deux hommes ont pris la fuite. Donc l'agression a été condamnée par la préfecture, l'ARS, par les formules habituelles. Mais les deux se sont indignés que cette agression vienne se rajouter à d'autres. Non seulement en France, on estime à peu près une soixantaine de soignants agressés par jour. Alors certains verbalement, mais d'autres physiquement. Enfin, je dis c'est pas bien d'insulter les soignants, c'est encore moins bien de les frapper, évidemment. Et ils évoquaient notamment à côté, on est à Thonon-les-Bains, hein, on n'est pas dans une banlieue chaude, en l'occurrence. Et là, en l'occurrence, ils expliquaient qu'il y avait deux autres soignants qui avaient été violemment agressés en décembre dans un autre hôpital à proximité et un véhicule du SMUR qui avait été caillassé lors d'une intervention quelques jours plus tôt. Bon, les caillassages de véhicules, que ce soit des ambulances, les pompiers, accompagnés ou non des policiers, certains ne se rendent même plus à certains endroits pour cette raison précise. On connaissait déjà le phénomène et les agressions de soignants, et bien là, c'est le fait qu'il y en ait 13 d'un coup, qui évidemment, et que l'hôpital en soit fermé comme conséquence, qui médiatise la chose et qui attire notre attention, on va dire, sur un phénomène qui est désormais quasiment quotidien. Les deux hommes, ils ont 33 et 25 ans, hein, ils n'ont pas 17 ans, ils ont 33 et 25 ans. Ils sont cheminots à Genève, ils ont donc un métier, ils sont économiquement intégrés, parce qu'on nous dit en permanence que c'est ça le problème. Et l'un est père de 3 enfants. Je précise en passant que certains parents donc ne sont pas dépassés. Quand on nous dit qu'il ne faut jamais faire de généralisation, là en l'occurrence il y a des parents qui se laissent dépasser par leur propre violence, mais probablement qui sont surtout des mauvais exemples pour leurs enfants, au moment où il faudra parler de la justice, de la violence des mineurs. Et notons, alors là c'est la petite cerise sur le gâteau de cette histoire, ils ont été interpellés rapidement et assez facilement pour la bonne et simple raison qu'ils se sont présentés eux-mêmes au commissariat, les deux frères, le lendemain, non pas pour venir expliquer ce qu'ils avaient fait, mais pour porter plainte contre l'hôpital. Voilà. Non, c'est important de s'arrêter sur tout ça. Au moment de venir porter plainte contre l'hôpital. Incroyable, incroyable. Alors,
Charlotte Dornelas, justement, je parlais de cette note qui a été publiée par Le Figaro du ministre de l'Intérieur avec ces chiffres. Est-ce qu'ils sont, ou en quoi sont-ils préoccupants? On comprend que par les chiffres qui sont, vous savez, c'est le service de statistique qui est en effet rattaché au ministère de l'Intérieur qui tous les ans sort les chiffres. Alors les chiffres c'est toujours un peu brut et froid, mais on voit que derrière ces chiffres et derrière l'évolution surtout des différentes catégories de violences qui s'expriment dans la situation, on comprend pourquoi il y a un nombre de Français croissant pour qui la sécurité élémentaire, c'est-à-dire celle du quotidien, celle de sortir de chez soi, voire à l'intérieur de chez soi d'ailleurs, de sortir de chez soi, de pouvoir que ses enfants aillent à l'école, dans le bus, dans les transports, absolument partout, ça devienne une préoccupation majeure pour beaucoup de Français. On le voit de sondage en sondage, certains continuent à faire semblant de ne pas comprendre. Eh bien, ce sont les chiffres que vous avez donnés chaque jour en France, c'est quand même assez impressionnant. Alors, 3 meurtres, 3 assassinats, certes, 600 cambriolages, 330 vols avec arme à feu par jour en France. C'est pas simplement des chiffres dans un tableau Excel du ministère de l'Intérieur, c'est autant de victimes. 330 vols avec arme à feu, c'est 330 personnes, voire plus, qui ont été braquées avec une arme à feu. C'est pas rien quand même dans une vie. Et évidemment, on peut comprendre que ça devienne une préoccupation. Alors, le criminologue Alain Bauer, vous savez, qui depuis des années parle du taux d'homicidité et de son évolution dans la société, il a rappelé encore une fois à la lecture de ces chiffres, entre 2016 et 2024, augmentation de 28% du nombre d'homicides. Une augmentation de 28% en 8 ans du nombre d'homicides, de personnes capables de tuer. Et c'est donc 1186 homicides par an. Parce que 3 par jour, ça semble déjà beaucoup. 1186 personnes qui sont donc tuées par quelqu'un d'autre. Et les chiffres sont encore provisoires pour l'année, donc on verra quand ils seront consolidés. Auquel, précise-t-il, et ça me semble important, s'ajoutent les tentatives d'homicide. Parce que quelqu'un qui n'est pas mort, ça ne veut pas dire que la volonté d'homicide n'était pas réelle. Les homicides ratés, entre guillemets, tant mieux pour ceux qui le visaient, évidemment, et lui nous dit, c'est 4000 faits en plus par an. Ce qui veut dire 5000 personnes qui ont voulu tuer, 5000 donc victimes. La volonté de tuer est clairement en augmentation ces dernières années en France, avec un focus particulier dans l'outre-mer, puisqu'ils enregistrent 14% des homicides, alors qu'ils ne représentent que 4% de la population française. On a régulièrement parlé ici des crises parfois extrêmement violentes qui secouent l'outre-mer. On a parlé à Mayotte, par exemple, d'habitants épuisés par un degré de violence qui ne cesse de monter, les braquages sur les routes, les coupeurs de routes, etc. Et ben voilà, ça se retrouve aussi dans les chiffres. Donc on peut peut-être comprendre que derrière la préoccupation, il y a une manière de la voir et de la lire. Et en outre-mer, souvent la drogue derrière. Je ferme la parenthèse. Oui, et en outre-mer et en métropole aussi d'ailleurs, la drogue évidemment génère beaucoup d'homicides, mais on l'a vu ces dernières années, les homicides, c'est vrai dans le grand banditisme, c'est parfois entre bandits, mais d'abord on a vu des victimes collatérales désormais du narcotrafic, et puis un gamin de 13 ans qui est recruté et menacé et qui se retrouve au coin d'une rue et qui se prend une balle dans la jambe la première fois et que l'on retrouve brûlé dans le coffre d'une voiture, je pense qu'on peut appeler ça une victime collatérale d'une criminalité qu'on laisse se développer aussi. Ensuite, il y a les coups et les blessures volontaires. Alors cette année, ce sont 337 000 faits. 337 000 faits de coups et blessures volontaires sur personne. Donc, entre 900 et 1000 infractions par jour, avec une donnée assez terrifiante. La violence intrafamiliale fluctue entre 55 et 60% de cette violence. Or, une cellule familiale dans laquelle s'exerce une violence, que ce soit entre conjoints ou sur les enfants, ça génère évidemment des citoyens demain potentiellement beaucoup plus violents que dans une cellule familiale apaisée. Donc c'est évidemment une préoccupation aussi. Explosion des violences sexuelles avec 8% d'augmentation. C'est plus de 330 faits qui sont signalés. Tout ça est signalé aux forces de l'ordre. C'est pas ce qui arrive, c'est ce qui est signalé. 330 faits signalés par jour. Et là, les autorités, que ce soit dans la gendarmerie ou dans la police, disent que c'est pas seulement le mouvement MeToo qui a poussé des gens à venir en parler, c'est qu'ils constatent, même en flagrant délit, une augmentation considérable de ces agressions. Voilà, c'est un fait chiffré d'année en année. Il y a un retour évident de la violence dans notre société. Et si l'augmentation des violences sexuelles est considérée par tous et toutes comme un phénomène de société, il est impossible de ne pas reconnaître la même chose avec les autres violences qui augmentent dans des proportions parfois supérieures. Peut-être 10 secondes pour dire comment est-ce qu'on peut expliquer cela. Qu'en est-il des atteintes aux biens qui peuvent également faire basculer des vies, peut-être pour terminer? Je vais dire un mot sur les atteintes aux biens, simplement parce que la seule chose qui chute, vraiment,
ce sont les vols sans violence. 11% de vols sans violence en moins. On se dit, c'est très étonnant quand même, ils pourraient choisir de voler sans violence plutôt que d'augmenter les vols avec violence. Eh bien, là, c'est Alain Boer qui donne la clé de lecture. Il dit finalement, il y a une baisse des atteintes aux biens qui est structurelle, en effet, dans la société, tout simplement parce que les biens sont mieux protégés qu'avant. Les voitures, c'est beaucoup plus difficile de démarrer une voiture. Il y a des alarmes dans toutes les maisons. Vous avez des digicodes à l'entrée de tous les immeubles. Et donc, désormais, soit on fait des vols, des cambriolages quand les personnes ne sont pas là, soit on s'attaque aux propriétaires, d'où l'augmentation des vols avec violence. C'est pas spécialement rassurant et ce serait bien que tous les hommes politiques ne se ruent pas sur la baisse des vols sans violence pour nous expliquer que tout est sous contrôle, puisque malheureusement, c'est loin d'être le cas.